Hop. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, je vous disais en préambule, effectivement, que aujourd'hui, on va s'intéresser au dispositif FEDER, au financement de l'innovation dans le champ de la formation. Donc, petit rappel, donc on va introduire en Normandie où on en est par rapport à la formation et au numérique, par rapport à cette innovation-là. On va vous présenter différents dispositifs, donc le FSE, mais surtout le FEDER. Et puis, il y aura un temps d'échange avec le service FENI, donc avec Magali et Federica qui sont présentes pour ce webinaire. Je vous propose qu'on avance. Et donc, on commence. Hop. Si les diapos arrivent. Excuse-moi. Hop. On peut avancer. Donc, formation et numérique. Alors, un petit mot juste sur Communautique pour celles et ceux qui ne connaissent pas le dispositif Communautique. Donc, moi, j'ai oublié de me présenter au tout début, Arnaud Guevana. Je suis le pilote du programme Communautique. Vous pouvez accéder au programme Communautique sur l'adresse qui est affichée. Donc, Communautique, l'objectif, c'est d'accompagner les organismes de formation, l'ensemble des acteurs de la formation dans leur transformation digitale. Cette année, on propose beaucoup d'animations, on propose des webinaires de ce type, on propose des ateliers, on propose des conférences. Elles porteront toutes sur les enjeux du numérique. À noter, je dirais, 2-3 événements importants. Le premier, c'est le séminaire annuel qu'on fera à la fin de l'année, qui va regrouper des acteurs de la formation, des experts, des personnalités connues dans le champ de la formation et de la tech. Et donc, on souhaite que l'ensemble des adhérents communautiques puissent venir, puissent découvrir justement les animations qui auront lieu lors de ce webinaire. Lors de ce séminaire, pardon. Autre date importante, en fin d'année, on aura un webinaire avec Giada Pistelli, qui est l'éthicienne et la philosophe chez Hugging Face, donc qui a un poste extrêmement important pour cette plateforme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Hugging Face, c'est la plateforme mondiale dédiée à l'open source pour l'intelligence artificielle. C'est une plateforme qui est open source, qui est valorisée à 4 milliards de dollars, et c'est un des grands acteurs de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Donc c'est un webinaire qui va se tenir en fin d'année. On aura un témoignage extrêmement enrichissant et pertinent sur et puisque Giada Pistelli est éthicienne et philosophe, elle pourra nous parler des enjeux de transparence liés à l'IA, des enjeux d'éthique. Elle pourra également nous parler des différents biais et comment les acteurs de la formation peuvent s'emparer de l'IA dans le champ de la formation et dans la montée en compétences des apprenants. Donc ça, c'est un webinaire qui est, je dirais, le plus important dans le programme communautique. Et on a un autre webinaire avec Frédéric Bardot, qui est le fondateur de Simplon, donc un organisme de formation dédié à la montée en compétences sur les métiers du web et les métiers de l'informatique. Et pareil, il nous donnera son témoignage sur comment intégrer l'intelligence artificielle dans le champ de l'apprentissage. Enfin, je termine juste pour évoquer 2 conférences également importantes et intéressantes. L'une qui va porter sur l'open source et l'enjeu de l'open source pour les acteurs de la formation, et l'autre conférence qui portera sur les défis liés à l'IA, c'est-à-dire les défis d'intégration. Moi, j'avais relevé à peu près 6 défis, donc un défi économique, un défi pédagogique, un défi juridique pour intégrer l'IA dans le champ de la formation. Voilà, donc pour rappel, le webinaire Hugging Face, très important, très intéressant, et le témoignage est vraiment, c'est un témoignage unique, et donc on est très content d'accueillir Giada Pistelli de Hugging Face. L'autre témoignage avec Frédéric Bardot, qui est le fondateur et créateur de Simplon sur l'IA et l'apprentissage. Et puis, vous retrouvez aussi 2 conférences importantes, l'une sur l'open source et l'autre sur l'IA, sur les défis de l'intégration.
Et vous avez plein d'ateliers, plein de webinaires qui sont mis en avant aussi également, que je vous laisserai découvrir sur le programme de Communautique. Voilà, on peut passer, j'étais un petit peu long, et on peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, on va vous parler innovation et formation. Faire un petit état des lieux en Normandie. Donc, la Normandie, elle est composée d'acteurs de la formation, d'un réseau qui est extrêmement dense, avec des niveaux en termes de compétences numériques qui sont hétérogènes. Ce qu'on sait, nous, en tant qu'acteur régional, c'est qu'il y a un fort besoin de transformation numérique et on souhaite l'accompagner, donc à travers Communautique, mais aussi également avec des dispositifs de financement. On a également un écosystème EdTech qui commence à émerger. On voit quelques initiatives. On a des très belles startups qui ont été lancées en Normandie. Je pense notamment à Magma, mais je pense aussi également à d'autres startups qui existent en Normandie. Et donc, ce qu'on souhaite ce que souhaite la région, c'est réussir à structurer cet écosystème, lui donner des moyens et en faire un levier stratégique pour la région. Ce qu'on souhaite également, c'est répondre à de nombreux défis, donc donner les moyens pour innover, mutualiser les ressources entre les structures, c'est-à-dire faciliter les associations entre organismes de formation, leur permettre de créer des projets ensemble, structurer l'innovation dans le champ de la formation et puis donner plus de visibilité aux solutions locales, c'est-à-dire d'un point de vue régional, d'un point de vue national, voire européen. Voilà, donc ça c'est, je dirais, les objectifs et l'état des lieux qu'on fait au niveau de la Normandie. Pour les autres dispositifs, très rapidement, je vous présente donc le dispositif FSE. Alors, vous avez le FEDER et de l'autre côté, vous avez le FSE. Le FSE, c'est un dispositif qui est dédié à l'innovation pédagogique. Aujourd'hui, sur ce webinaire, on va vraiment faire la distinction entre l'innovation d'un projet numérique, c'est-à-dire vraiment avec du développement, avec toute une stack technique, avec un usage numérique, et puis l'autre pan qui est dédié tout simplement à l'innovation pédagogique et pas à l'innovation numérique. Si vous souhaitez aujourd'hui faire de l'innovation pédagogique, donc si vous voulez faire de l'ingénierie pédagogique, améliorer les pratiques pédagogiques et être financé sur ce type de projet, vous êtes fléché directement vers le FSE. Donc nous, on ne va pas faire de FSE aujourd'hui, on ne fera pas de FSE à la DAN, mais on vous présente cet autre dispositif. Et donc ça, c'est vraiment un dispositif qui est dédié à l'amélioration des pratiques pédagogiques. Voilà. Et donc, les modalités, c'est des appels à projets qui sont lancés par la région Normandie. Les bénéficiaires, c'est voilà, l'ensemble des établissements de formation, les organismes publics, les associations, etc. Donc ça, c'est vraiment un autre dispositif possible. Et je le rappelle, il est exclusivement dédié à l'innovation pédagogique. Nous, à la DAN, on ne fera pas d'innovation pédagogique, sauf si elle est inclue dans un projet numérique, dans un usage numérique. Si vous avez des questions, je vous laisserai les poser dans le chat et on pourra y répondre un peu plus tard. Je vais laisser la parole du coup à Magali pour la suite de la présentation et notamment la présentation sur le FEDER numérique. Merci Arnaud. Alors bonjour à tous, je m'appelle Magali Delamarre, je suis chargée de projet au sein du service FENI, le Fonds européen numérique et innovation. Chargée de projet avec ma collègue Federica Sena. Nous avons notre responsable de service, Cédric Burguin, qui participe au webinaire. Aujourd'hui, on va vous présenter le FEDER numérique. Et avant ça, on voudrait vous parler plus généralement du FEDER. Le FEDER, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'un fonds européen de développement régional. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'UE a confié aux États membres la mission de gérer ces fonds. Et ensuite, l'État français a confié cette gestion aux régions. Donc, la Normandie est ainsi autorité de gestion du FEDER.
Sur la programmation 2021-2027, ça représente 380 millions d'euros de FEDER en gestion, dont 155,4 millions d'euros pour la recherche, l'innovation, la compétitivité des entreprises et le numérique. Et sur ce montant, on a 21 millions d'euros qui sont dédiés au numérique. Alors, si on se concentre sur le FEDER numérique, qui est l'objet là aujourd'hui de ce webinaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le FEDER numérique vise à promouvoir une transformation économique innovante et intelligente de la Normandie en tirant parti des avantages de la numérisation. Donc tout ça au bénéfice du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que au sein du FENI, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit du service Fonds européen numérique et innovation. Donc on est 6 agents territoriaux. Ensemble, on assure la mise en œuvre de l'axe numérique de ce qu'on appelle le programme opérationnel FEDER normand. C'est, on va dire, la grande stratégie d'application, comment on va utiliser, gérer ces fonds. Et on assure une expertise juridique qui va toucher au règlement européen, qui va toucher à la commande publique, aux aides d'État, etc. Voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, pour la programmation 2021-2027, on a 21 millions d'euros à gérer. Et ce que je vous propose de voir là maintenant, c'est de voir comment ces fonds sont attribués. À qui? Eh bien, des personnes morales. Euh, Pourquoi? Pour quels projets? Des projets numériques, des projets qui se déroulent entre 2021 et 2027. Comment on attribue ces subventions? On va vous présenter les étapes clés, les critères, etc., qui sont pris en compte pour l'éligibilité d'un projet. Et puis, on terminera par le côté financier, effectivement, jusqu'à combien la subvention peut-elle aller? Eh bien, jusqu'à 80% des dépenses éligibles. Donc ça, c'est un maximum. Ça peut être en dessous de ça. On va rentrer plus dans les détails tout à l'heure. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un plancher FEDER qui est établi à 20 000 euros. Voilà. Alors, on va commencer par faire un focus sur les bénéficiaires euh, du FEDER numérique. Eh bien, il s'agit, comme je disais tout à l'heure, de personnes morales qui peuvent être autant de droits privés que de droits publics. Les exemples qu'on peut vous citer sont les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs regroupements, les associations. Les entreprises, alors les entreprises à condition qu'elles mènent ce projet dans le cadre d'un partenariat, ça c'est primordial. Voilà, donc les bénéficiaires sont de différents types, c'est très large, hein. Ça peut aller du syndicat mixte au groupe d'intérêt public, aux ESR, aux syndicats professionnels, aux OPCO. Donc c'est très large. Si on passe au quoi, donc qu'est-ce qu'on accompagne? Eh bien, euh, des projets, euh, des projets avec un début, avec une fin, et surtout qui inclut un usage numérique. On attend des projets qui soient novateurs, structurants, qui prennent en compte les enjeux du numérique responsable et durable. C'est très important que c'est essentiel que le projet ait un fort impact sur le territoire, bien entendu, et il faut que ce projet s'inscrive dans les priorités régionales. Il se trouve que la formation fait partie de ces priorités. Donc tout ça pour dire que la diversité, enfin, qu'il y a une grande diversité dans le type de projet potentiellement éligible. Ça peut passer de l'infrastructure aux solutions numériques, aux services usagers. Et pour être éligible, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les projets doivent avoir des résultats mesurables et vérifiables. C'est-à-dire qu'on demandera des livrables. euh,
pour effectivement voir justement si les objectifs sont bien atteints et dans quelle proportion. Ce qu'il est peut-être important de souligner, c'est ce que le FEDER numérique ne soutient pas. Alors, généralement, ce sera les dépenses de fonctionnement des structures, l'ingénierie pédagogique qui revient plutôt à une autre direction, qui est la DFTLV. Tout ce qui est projet de recherche et de développement, ça c'est plutôt la DESTRI qui gère tout ça, enfin en tout cas qui attribue des fonds. Qu'est-ce qu'on ne soutient pas? Eh bien, ça va être les solutions sur étagère. Ça va être le développement commercial vraiment en soi, où là, il faudra plutôt se diriger vers l'AD Normandie. Et puis, pour finir, parce que souvent il y a un peu de doute aussi là-dessus, c'est qu'on ne va pas financer du matériel numérique qui ne va pas s'inscrire lui-même dans un projet numérique. Ça, c'est très important à savoir. Voilà. Si on passe, je vais passer la parole maintenant à Arnaud, qui va peut-être, qui va vous illustrer de manière plus concrète quels seraient des types de projets potentiellement finançables. Merci Magali. Alors effectivement, ce qui a été précisé, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on va rechercher des usages numériques avant tout. Et donc, effectivement, si vous venez que pour l'ingénierie pédagogique, on ne pourra pas financer ça. Si votre ingénierie pédagogique, elle rentre dans le cadre d'un usage numérique, là, c'est finançable en fait. Et donc, on parle bien de projets. Et donc là, je vous ai montré, vous avez des exemples de projets potentiellement finançables. Alors pareil, ce ne sont que des exemples. Donc ça ne veut pas dire que si vous nous présentez un projet de ce type-là, on va le financer. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est comment comprendre la globalité des attentes. Et donc là, si vous regardez dans les projets qu'on vous met en exemple, vous avez des applications basiques. Donc ça peut être typiquement un parcours diplômant ou certifiant qui est 100% digitalisé. Ça peut être une plateforme de rencontre entre des apprenants et des organismes de formation pour faciliter l'orientation et le matching. Ça peut être des plateformes de ressources pédagogiques mutualisées, donc ce qu'on appelle des forges numériques. Et puis après, on peut aller vers des applications beaucoup plus complexes, et donc avec de l'IA pour motiver les apprenants, avec des registres décentralisés, donc là on fait appel à des notions de blockchain typiquement, et avec des formations qui seraient disponibles en réalité virtuelle. Vous pouvez également construire des outils pédagogiques innovants, donc des outils qui vont permettre plus facilement d'intégrer des apprenants, de faire de l'onboarding digitalisé dans les formations. Ça peut être des applications qui vont faciliter la création de séquences pédagogiques, qui vont améliorer l'ingénierie pédagogique. Donc là, on est vraiment sur un usage numérique qui vise à aider, accompagner, par exemple, la création d'une ingénierie de formation. Ça peut être aussi également ce qu'on appelle des couches basses, donc par exemple un cloud, donc des services qui permettent d'avoir des applications directement en ligne et qui permettent de les déployer très facilement. Ça peut être aussi également ce qu'on appelle des briques technologiques, donc là on est vraiment sur des couches très très basses. Ça peut être une API. Donc là, une API, ça va être quoi? Ça va être par exemple une base de données qui est ouverte avec plein de data, plein de contenus pédagogiques et on peut y accéder gratuitement. Et puis, évidemment, ça peut être des solutions open source, un outil auteur e-learning. Donc, les outils auteurs, vous en avez plein. Vous avez Adobe Captivate, vous avez d'autres outils auteurs qui permettent de faire des modules e-learning. Ça peut être aussi un langage de programmation, donc un DSL, un Domain Specific Language, qui est dédié exclusivement aux formateurs et qui permet de remplacer PowerPoint, qui permet de remplacer le HTML, etc., et de créer des cours directement via ce langage. Ça peut être aussi un LMS centralisé pour l'ensemble de la région. Et donc là, je vais vous détailler des projets. Et ce qui est important, ce qu'il faut regarder ici, c'est vraiment, vous voyez, en premier lieu, vous avez l'usage numérique, création d'un parcours de formation en ligne ou faciliter la création d'un parcours de formation en ligne. Vous avez un objectif, permettre aux formateurs, aux organismes de formation, aux entreprises de créer des formations en ligne rapidement, sans compétences techniques, sans déploiement, des fonctionnalités qui sont détaillées, création d'un module e-learning ou d'un parcours de formation,
usage non technique en glisser-déposer, espace dédié pour l'organisation, mise en ligne rapide avec une URL spécifique, une authentification, des rôles, etc. et des statistiques simples d'apprentissage. Donc là, vous avez toute une liste de fonctionnalités qui correspondent à des usages, à un usage numérique. Et puis, vous avez le gain pour le territoire. Quel est le gain pour le territoire, pour l'ensemble des acteurs normands, pour l'ensemble des organismes de formation? Faciliter la digitalisation de parcours de formation, offrir de la résilience en cas de crise conjoncturelle ou structurelle, on a vu ça avec le Covid, diminuer les barrières à l'entrée de la formation en ligne. Et puis, juste en dessous, vous avez une partie qui est importante sur laquelle on va être attentif, c'est le développement. Et donc, dans le développement, vous avez des langages de programmation, des frameworks, un back-end, de la base de données. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la globalité du projet, c'est-à-dire que vous avez en premier lieu l'usage numérique, les fonctionnalités, le gain pour le territoire, et derrière, ce qui permet vraiment de, je dirais, d'être l'infrastructure ou qui permet de soutenir tout ça, c'est la partie développement. Et dans la partie développement, effectivement, vous pouvez soit faire appel à un prestataire, soit vous avez des ETP, vous avez des ressources humaines en interne qui vous permettent de faire ce développement-là. Et dans ce projet-là, on peut imaginer effectivement que une ingénierie pédagogique arrive. Et là, puisque ce projet est numérique, a un usage numérique, cette ingénierie pédagogique pourrait être financée. C'est l'ingénierie pédagogique seule qui ne peut pas être financée. Si on continue sur le deuxième exemple que je peux vous montrer, vous avez ici, par exemple, donc là, on est sur quelque chose en termes de couche basse. Vous avez le déploiement d'outils de formation en ligne. Donc, déployer facilement des outils numériques de formation. On imagine un tableau de bord avec plein d'applications dedans, par exemple Moodle, Big Blue Button, Nextcloud. Et très facilement, l'utilisateur peut cliquer sur une application, typiquement Moodle, et ça la déploie en ligne, ça lui donne une URL spécifique et ça permet d'y accéder. Donc, avec un outil de supervision, des sauvegardes automatisées, de la haute disponibilité. Donc, on voit, vous avez l'objectif, les fonctionnalités. Le gain pour le territoire, qu'est-ce que ça permet? D'avoir de la souveraineté numérique. Donc, ce déploiement en ligne, ça évite d'aller sur des clouds pardon, type Microsoft, AWS, etc. Ça permet d'avoir la maîtrise totale de la mise en production, la centralisation des applications. Ça permet de valoriser également l'open source, d'avoir des gains de productivité, une diminution des coûts. Et pareil, en dessous, vous avez un développement. Donc, vous avez une infrastructure, vous avez Kubernetes, Terraform, OpenStack. Donc, ça ne parle pas à tout le monde, mais tout ça, c'est vraiment ce qui permet d'aller virtualiser, de lancer les applications. Et puis après, vous avez des frameworks et vous avez donc par exemple React ou Go qui vont permettre de construire cette application. Et enfin, je ne l'ai pas dit sur la slide précédente, vous avez un budget qui est estimé en fait, par exemple de 500 000 euros, qu'on pourrait financer à hauteur de 80%. Et sur le dernier projet, donc le troisième projet, autre exemple, mutualisation de l'innovation pédagogique. Là, on fait une forge, donc c'est tout simplement un centre de ressources qui est dédié à l'éducation, où les enseignants, les formateurs, les concepteurs peuvent collaborer ensemble et peuvent créer ensemble du contenu pédagogique, le partager. On retrouve pareil des fonctionnalités, donc gestion du contenu de manière versionnée. Donc il y a un versionnage du contenu pédagogique avec des fichiers, des séquences, des vidéos, un système de branches, etc. Et puis après, même chose, vous avez le gain pour le territoire. Donc là, qu'est-ce que le territoire va gagner? C'est offrir une mutualisation des contenus pédagogiques, permettre l'innovation collective et ouverte, contribuer à l'amélioration pédagogique, aux bonnes pratiques pédagogiques, à la conformité, avoir des contenus pédagogiques qui sont pertinents, à jour, et ça permet de réduire les coûts d'ingénierie, ça permet de standardiser des pratiques pédagogiques, etc. Et également, je me répète, mais vous avez une phase de développement avec, par exemple, GitLab, qui est un outil open source, avec des frameworks, avec des bases de données, etc. Et enfin, le budget. Donc, ces trois projets, en fait, ça vous permet de. Ce qui est le plus important, c'est pas tant le contenu là que je vous présente, mais c'est vraiment la formalisation, c'est-à-dire vraiment un, un usage numérique avec un objectif, des fonctionnalités, quels sont les gains pour le territoire et derrière ça, comment vous développez cet usage numérique, c'est-à-dire par quoi vous passez, quelle est la stack technique qui permet de faire ça. Et enfin, vous avez prévu un budget prévisionnel avec voilà, une estimation, avec un calendrier sur le projet, avec un début et une fin. Voilà. Magali, je te laisse la parole à nouveau pour la suite.
Et merci Arnaud. Alors oui, là maintenant, on va continuer à préciser les conditions dans lesquelles le FEDER numérique va nous permettre de sélectionner les projets. Et là, on arrive sur des conditions qui sont relatives au temps, à la temporalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet doit impérativement se dérouler entre 2021 et 2027. La date de début de réalisation de l'opération, il faut qu'elle ait lieu après le dépôt du dossier de demande d'aide. Mais un projet peut, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet peut déjà être en cours de réalisation au moment du dépôt du dossier, mais ça aura pour conséquence d'exclure les dépenses qui seront antérieures au dépôt. Voilà. Pour ce qui est de la date de fin de réalisation de l'opération, il s'agit du 31 décembre 2027, mais on prolonge jusqu'à 6 mois après cette date, enfin en tout cas 6 mois oui, après cette date pour les dates de facture et de demande de paiement. Ce qu'il faut bien retenir, et ça c'est très important, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez le réflexe de contacter avant tout dépôt notre service afin voilà, de déjà échanger sur le projet, voir, savoir de quoi il s'agit, etc., pour qu'on puisse dès le début vous accompagner dans vos démarches et ensuite évaluer déjà si effectivement on peut vous encourager à un éventuel dépôt de dossier, puisqu'il s'agit là pour le FEDER numérique de faire des dépôts au fil de l'eau. Si on passe... Oui. Alors, Oui. si je peux juste me permettre, c'est vraiment très important de prendre contact avec nous dès le départ. Comme disait Magali, effectivement, toute dépense engagée, donc un devis contresigné ou un salaire versé avant un dépôt de demande de subvention ne sera pas éligible, voire effectivement, il y a tout le projet, hein, on est bien sous la notion de projet, pourrait ne pas être soutenu par le FEDER. Donc, je ne vais pas rentrer dans la partie un peu très réglementaire des fonds européens, en vous parlant d'aide d'État et tout ça, mais il faut bien voilà, nous contacter très en amont pour construire ensemble et sécuriser en fait un éventuel projet éligible. Et je me permets aussi de dire que le taux maximal de 80%, c'est bien un taux maximal. Et il y a d'autres règlements qui peuvent venir pour être pris en compte pendant l'instruction qui peuvent réduire bien évidemment ce taux à 50 ou autre. Et aussi, je fais juste une petite précision que le taux est soumis au vote des élus lors de la prochaine commission permanente. Hein. Donc, c'est un taux qui sera validé par les élus à venir lundi prochain. Voilà. Et j'ai bien vu la question sur Definov. Hein. Donc, je me permettrai de revenir dessus dans la partie échange, si vous voulez bien, sur ce point-là. Voilà, alors maintenant, je vous propose de présenter assez rapidement le cycle de vie d'un dossier FEDER numérique. Je vais vous présenter les étapes clés. Donc, comme on vient de le préciser, vraiment, il faut que vous ayez le réflexe de la prise de contact avec notre service. Et en amont de cela, il faut que vous ayez pu identifier vraiment le besoin au niveau du territoire. Il faut vraiment identifier l'impact que votre projet pourrait avoir sur le territoire. Il faut déjà avoir un projet assez cadré. Voilà. Donc, vous nous contactez, on en échange, on essaie effectivement de comprendre les contours de ce projet. On est là pour vous accompagner, pour monter votre dossier de demande de subvention. Sachant que un dossier complet, ça va être quoi? Ça va être un dossier qui va présenter le projet avec des objectifs, son impact, qui va préciser les actions de mise en œuvre, les livrables, qui va préciser un calendrier, qui va préciser quelles sont les parties prenantes à ce projet.
Euh, ça va être un projet qui va aussi évidemment définir les dépenses prévisionnelles avec un plan de financement prévisionnel et ce dossier va demander aussi voilà, de fournir un certain nombre de justificatifs, les statuts de la structure, des devis, des partenariats pour bien situer l'état d'avancement de ce partenariat. Euh, une fois que vous avez tous ces éléments, vous pouvez déposer votre dossier euh, sur notre site. On pourra vous transmettre les liens, etc. Ultérieurement. Et quand le dossier est déposé, pardon, on passe tout de suite à l'étape d'instruction. Donc, qui peut prendre un certain temps parce que suivant le type de dossier, suivant l'expertise que ça nous demande de mettre en œuvre, hein, ça va dépendre si effectivement il faut parler d'aide d'État, de commande publique ou pas. Voilà, tout ça, ça va jouer, on va dire, sur la, sur la durée d'instruction. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut compter à peu près 1 an entre le moment où on dépose tout ça, c'est une moyenne, hein, mais faut se dire qu'entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on a le premier paiement, généralement, il se passe à peu près 1 an. Voilà. Une fois que le dossier est instruit, ben, qu'est-ce qui se passe? On le soumet aux élus qui vont ben, trancher, qui vont rendre leur décision en commission permanente. Et si la décision est favorable pour un accompagnement, alors il y a une convention de subvention qui va être conclue entre le porteur de projet et la région. Qui va définir effectivement bah, tous les objectifs à atteindre, les indicateurs, les livrables, tout ce qui doit être mis en œuvre pour que les fonds puissent être versés. Voilà. Et donc, une fois que cette convention est signée, eh bien le projet, le projet se déroule et effectivement, il y a un suivi constant qui est mis en place. C'est-à-dire que vraiment, on est en échange régulier avec les porteurs de projet. Et au fur et à mesure, depuis la signature de la convention de subvention et jusqu'à la fin de réalisation du projet, et il y aura donc les paiements qui vont être soumis voilà, à l'envoi de justificatifs, à des demandes de paiement, et ces demandes de paiement pouvant aller jusqu'à plus de 6 mois, hein, c'est ça, après la fin de réalisation du projet, si les factures euh, date elle-même au plus tard dans les 6 mois. Mais voilà, Oui. on ne va pas rentrer trop dans les détails et on en parlera le moment venu. Voilà, bon, il y a plein de choses à savoir. Et voilà, et une fois que le projet est mis en œuvre, ce qu'il faut, évidemment, on ne le laisse pas suspendu comme ça dans le vide. Après, il y a toute la période d'évaluation du projet. Donc, effectivement, est-ce que le projet a réussi à atteindre tous les objectifs qui avaient été fixés au préalable. Et puis, il y a aussi toute la mise en avant du projet. Toute la mise en avant du projet, et puis toute la mise enfin, la mise en avant du projet dans la manière de communiquer, et tout ça dans quel but? Dans le but on va dire de faire connaître au territoire que un tel projet a été encouragé par la région, par les fonds européens, et que ce projet peut être répliqué, réutilisé ailleurs. Voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que effectivement, il faut raisonner intérêt, territoire pour la Normandie de manière générale. Si on continue, alors tu voulais ajouter peut-être quelque chose, Federica? Je vois qu'il y a plusieurs questions effectivement dans le chat. Je ne sais pas, Arnaud, ce que tu préfères. Est-ce que on les garde ou Ah oui, alors, On peut se puisque donner c'est un un temps de lien respiration. avec la... Pardon. Oui, on peut se donner un petit temps de respiration, effectivement, tout à répondre fait. aux questions. Ouais. Federica, donc effectivement, donc Corinne nous pose la question, quel est le montant des engagements financiers déjà pris depuis 2021? Ces fonds sont-ils soumis
à des minimums, à un minimum en fait. Oui, alors effectivement, si on parle de la réglementation des minimis, ça fait partie effectivement de la réglementation qui encadre les aides, les subventions en fait d'argent public vers les entreprises du territoire, hein, qu'elles soient entreprises, pour l'Europe, une commune peut être une entreprise. Donc, bref, donc le de minimis fait bien partie des règlements qui peuvent être mobilisés, hein. Je rappelle que le de minimis impose une subvention maximale de 300 000 euros sur 3 années. Sur 3 années. Après, donc, quel est le montant des engagements financiers déjà pris? Alors, je n'ai pas en tête les montants, mais effectivement, la maquette que nous avons illustrée de 21 millions, elle n'est pas entière, hein. Il y a effectivement un certain pourcentage qui est déjà engagé en crédit d'engagement. Cédric, est-ce que tu vas compléter cette partie? Oui, bonjour à tous. Sur la partie du coup des montants d'engagement, aujourd'hui, en effet, comme dit Federica, il n'y a pas de sujet d'enveloppe sur la programmation FEDER numérique. Donc, faut pas se dire, faut se dépêcher de déposer un projet parce qu'après, ce sera plus possible. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de la programmation, vous avez la possibilité de le faire. Après, comme Federica et Magali l'ont dit, vous avez intérêt à vous rapprocher de nous dès que possible et dès que vous avez l'idée du projet pour qu'on puisse travailler dessus ensemble et le caler dans notre calendrier de travail. Donc la fenêtre, elle est plutôt confortable jusqu'à 2027 là, pour le dépôt de dossier. Et l'idée, c'est que vous puissiez contacter effectivement les chargés d'instruction le plus tôt possible pour échanger ensemble, en fait. Donc Magali, sur le sujet de la formation. Voilà. Alors, Tout avec en un gardant comptable, quand même en tête qu'il ne faut pas non plus trop tarder pour se rapprocher de nous quand on sent que le projet est assez mûr, puisque, comme on le disait tout à l'heure, si vous commencez à engager votre projet et des dépenses, après, on ne pourra plus vous aider à les subventionner, ces dépenses. Oui. Donc voilà, c'est un bon dosage dans le temps à trouver. Et on est là pour vous conseiller là-dessus. Donc, Oui, alors parce que Alexandra, justement, elle pose la question sur l'engagement des dépenses. Alors, c'est très difficile de vous répondre de façon claire et tranchée maintenant. Tout va dépendre si on mobilise un régime d'aide d'État, hein, le régime qui encadre les subventions publiques en fonction du projet. Est-ce que le projet opère dans le champ concurrentiel pur? Alors, effectivement, en règle générale, c'est bien de nous contacter en amont de contresigner un devis et d'engager une dépense. Il peut y avoir des exceptions. Et pareil pour attendre la décision de la commission. J'ai envie de dire, c'est un peu au risque péril, entre guillemets, puisque effectivement, la Convention vous garantit l'attribution d'un certain montant maximal de FEDER, hein. Là aussi, c'est un montant maximal qu'on vous accorde. Tout va dépendre après de la remontée de dépenses. Il n'y a pas de règles, tout dépend de la temporalité du projet, du côté sécure un petit peu vis-à-vis des règlements du projet. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et peut-être on n'a pas assez dit, mais le FEDER intervient bien sur facture acquittée, hein. Donc, il faut bien prendre en compte l'avance de trésorerie, hein. Magali parlait d'1 an entre le premier paiement, c'est en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais il faut prendre en compte un avance de trésorerie sur les dépenses qu'on sait de se faire rembourser par le FEDER. Donc le mieux pour résumer pour Alexandra sur sa question, pour être plus sécure, il vaut peut-être mieux attendre vraiment la Oui, décision finale de la commission. Comme ça permet effectivement d'être sécurisé, d'avoir une garantie et effectivement de prendre en compte le delta pour obtenir le paiement de la subvention qui est en moyenne d'1 an, mais qui peut être plus rapide. Voilà. Autre question, la dernière étape d'évaluation du projet doit-elle également avoir lieu avant fin 2027? C'est-à-dire non, ce qui est attendu avant fin 2027, c'est vraiment ce que les objectifs du projet, hein, quand tu parlais, c'est la petite partie de tes slides, les impacts du territoire, les livrables qu'on attend. Donc, si on attend la facilitation de l'insertion ou des apprenants dans un certain milieu, hein, donc c'est un peu Arnaud l'espère. Donc, bref, en tout cas, c'est qu'à la fin du projet, vous puissiez nous donner des chiffrés sur l'appréciation de l'obtention de ce résultat. Mais encore une fois, là, c'est sans rentrer trop dans le réglementaire. Le 31/12/2027, c'est voilà, il faut que l'opération qu'on a financée, elle soit terminée. Ok. Donc On là, on est puisse sur constater les... Pardon.
Non, non, je te laissais finir, Federica, mais on est vraiment pour la fin 2027, c'est vraiment tout ce qui est lié aux opérations du projet, c'est-à-dire, par exemple, euh, j'ai engagé un prestataire pour faire le visuel de la plateforme, il faut que ça soit ça, il faut que ça soit fait avant Voilà, 2027. la plateforme, elle est opérationnelle le 31/12/2027. Par contre, déjà, la prestation de réalisation de la plateforme, elle peut être facturée après, en 2028. Et après, l'évaluation des résultats des livrables, bah, on peut la constater jusqu'à 6 mois après. Et le paiement, effectivement, doit intervenir au plus tard 6 mois après la fin de réalisation. Du coup, je me permets de compléter par rapport à ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai que c'est important du coup, si vous avez un projet qui est sur 2027, on ne connaît pas aujourd'hui quelles seront les modalités de la prochaine programmation européenne, ni d'un point de vue calendaire, ni des modalités financières. Donc, selon le calendrier de votre projet, en effet, il y a un vrai point de vigilance de ne pas attendre 2027. Un projet qui sera déposé en septembre 2027 devra impérativement, comme le dit Federica, être terminé au 31/12/2027. Donc, il y a un point de vigilance à avoir là-dessus pour des projets qui se trouveraient à cheval entre deux programmations européennes. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet en 2025, donc on peut concrètement se projeter sur fin 2027, mais vigilance à avoir pour des projets qui seraient sur la période 2027 notamment. En tout cas, on pourra vous communiquer des éléments complémentaires quand on les aura, mais c'est un petit peu tôt aujourd'hui pour vous indiquer ce qu'il en est pour la fin de la programmation actuelle et la future programmation. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si on reprend, si on va Et peut-être je prendre pense, les dernières questions, puis après on va continuer. Juste oui, peut-être oui, oui. Et puis une n'hésitez pas encore. aussi, parce que c'est vrai que sur les slides d'avant, sur les bénéficiaires, sur bon, là, on a répondu un peu sur la question de la temporalité, etc. N'hésitez pas là. Et ensuite, si on a fait le tour des questions, je vais continuer à avancer sur. Alors, on fait les dernières questions, puis après on continue à avancer. Ouais. De toute façon, il y a le temps d'échange juste après. Oui, tout à fait. Alors, Ouais. Fabien nous demande combien de temps pourront prendre les 7 premières étapes, donc jusqu'à la convention de subvention. Et il nous dit, j'ai un projet pour déploiement du premier livrable test pour la rentrée de septembre. Donc, est-ce que c'est possible si je veux lancer des équipes de développement sur le projet dès juillet? Pour la rentrée de septembre, pardon. Alors déjà, je vous invite à nous contacter après assez rapidement pour voir un petit peu en détail. Et après, comme voilà, l'étape 6, hein, la décision des élus, qui a après l'instruction, et nous contraint dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le calendrier des commissions des élus, les commissions permanentes, c'est le 15 septembre, le 22 septembre. Et je n'ai pas en tête les dates, mais ça sera en novembre et peut-être début décembre. Donc déjà, les décisions, hein, donc pour être sûr d'avoir une convention, voilà, il faudra attendre, voilà, pour juillet, ça paraît juste, donc septembre. Donc vous voyez déjà, c'est à vous de voir. Vous pouvez, dans l'idéal, pourquoi pas, dans l'idéal. Par contre, comme je disais tout à l'heure, entre guillemets, à votre risque et péril. Mais je vous invite à nous recontacter pour voir un petit peu de quoi vous parlez un peu en particulier pour cet projet Ouais, de déploiement du premier livrable un peu plus. donc c'est peut-être un peu tôt. Donc la décision, donc la CP est en septembre et donc les résultats ne seront qu'en novembre ok. Donc c'est peut-être un peu tôt, effectivement. En juillet, Euh, après, juillet, hmm. pareil, ça ne laisse. Il n'y a pas de temps, pas à nous demander le temps qui prend cette étape. Franchement, comme disait Magali, bah, ça dépend de la technicité du projet. Il n'y a pas de type. On disait un an parce que l'instruction, on va dire, allez, 2 mois, 3 mois. Mais on a vu des projets qui peuvent prendre 6 mois hein, de l'instruction, hein, facile. Tout à fait. Alors, autre question, et puis après, on va pouvoir continuer. Donc, Annelise nous demande, pardon, est-ce que vous allez mettre à disposition un cahier des Oui, charges, oui. et si oui, comment l'obtenir? Oui, oui, il y a un site Europe en Normandie. Vous avez déjà pas mal d'informations, mais on vous le remettra à la fin. Le lien vers Europe en Normandie Je vais vous mettre. a été mis dans les slides. Vous verrez dans les slides suivantes. Et donc, cette présentation sera remise. Donc, vous trouverez le lien sans difficulté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je Non. passe. Ouais, Alors, on y va. on va avancer.
On avance. Alors, on va là s'attarder un peu plus sur les critères pour qu'un projet, les critères qui sont pris en compte pour qu'un projet puisse être retenu, encouragé, etc. Les conditions, les critères sont de deux types. On a des critères d'éligibilité et des critères de sélection. Les critères d'éligibilité, il y en a trois. Euh, Tout d'abord, le projet doit correspondre à l'une des actions prévues dans le DOMO. Le DOMO, c'est notre document interne qui consiste à mettre en œuvre de manière pratique ce qu'on appelle le PO, le programme opérationnel, qui lui est un document, on va dire, plus stratégique sur la manière de gérer les fonds européens et donc pour nous la partie FEDER numérique. Donc le DOMO, lui, on va dire, vient préciser la stratégie qui est prévue dans le PO. Et dans ce DOMO, effectivement, il y a tout un listing d'actions qui peuvent être soutenues. Et donc, alors ce DOMO, tous ces documents, vous pouvez les consulter via le site Europe en Normandie. Donc, en cliquant sur le lien, vous voyez sur votre droite, à la droite du document. Il y a un autre point qui est important, c'est la manière dont le projet prend en compte, comment il s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Et puis, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, il faut que le projet engage des dépenses qui permettent de solliciter, on va dire, un montant d'aide FEDER supérieur ou égal à 20 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ces points? On avance sur la suivante et si les questions viennent plus tard, on y répondra après, évidemment. Donc là, on passe à la partie critères de sélection. C'est-à-dire que chaque projet, après avoir rempli les premiers critères, les critères d'éligibilité, chaque projet va être étudié, noté sur 100. Et il est impératif que le projet obtienne une note au moins égale à 50 sur 100 pour pouvoir prétendre à une subvention. Donc, on vous présente là un tableau, ce tableau qui figure dans le fameux DOMO dont j'ai parlé à l'instant. Il y a plusieurs critères qui vont être pris en compte. Alors, on en a déjà parlé, ça va être l'impact du projet sur le territoire, ça va être son adéquation aux besoins du territoire, ça va être son inscription dans une démarche favorisant la coopération et la mutualisation. Plus le projet va, comment dire, permettre d'apporter une solution au territoire dans sa globalité, plus il va s'inscrire dans une démarche de coopération, plus la note, meilleure sera la note. Voilà. Évidemment, on a parlé du fait que nous encouragions des projets novateurs. Donc, il y a cette notion d'innovation qui va être notée. Innovation à entendre au sens large. Ça peut être une innovation technologique, mais ça peut être une innovation sociale, ça peut être une innovation de modèle d'affaires, ça peut être une innovation de procédé d'organisation, ça peut être une innovation au niveau du produit, du service, de l'usage, une innovation au niveau marketing, commercial. Tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion d'innovation est assez large. Voilà. Autre critère, en tout cas, oui, autre critère de sélection, le fait que le projet soit structurant. Donc, on revient à cette notion de vocation fédérative, d'expérimenter une solution, un usage qui va pouvoir se répliquer, qui va pouvoir se diffuser et qui est susceptible effectivement d'être pérenne. Voilà. On prend en compte la solidité et la cohérence du projet.
On évalue l'adéquation des moyens qui vont être mis en œuvre avec les objectifs poursuivis, les objectifs qui sont fixés pour la réalisation de ce projet. Une adéquation avec, voilà, est-ce que le calendrier qui est envisagé nous paraît cohérent, réalisable, et est-ce que tout ça prend en compte aussi les besoins de l'usager. Voilà. Autre point qui est important, on l'a déjà évoqué de manière plus large, le projet doit prendre en compte les enjeux de sécurité numérique et de souveraineté. Et il doit intégrer les préceptes du numérique responsable et durable. Vous voyez, on a des critères, les 4 premiers qui sont évalués sur 20 et les 2 derniers sur 10. Donc ça, c'est quelque chose voilà, d'important à connaître. Est-ce qu'on a des questions sur cette partie critères de sélection ou peut-être critères d'éligibilité en ayant réfléchi à la présentation qu'on vient de faire là, ou est-ce que je continue? Je continue? Alors, c'est parti. Donc là, on va arriver sur la question du combien. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a un plancher FEDER numérique qui est fixé à 20 000 euros. Donc, ça suppose que le montant prévisionnel de votre projet, le montant prévisionnel des dépenses éligibles, ce montant doit être supérieur ou égal à 25 000 euros hors taxe. Ça, c'est important de le savoir. Comme on le disait tout à l'heure, on a un taux maximum de 80% des dépenses éligibles, comme l'a précisé Federica. Ça, c'est un taux qui vient d'être réévalué. Avant, il était à 60%. On attend la validation officielle en commission permanente lundi prochain. Voilà. Mais bon, voilà, a priori, on devrait aller sur ce taux de 80% des dépenses éligibles. On parle d'un maximum, donc ça veut dire qu'en fonction de la réglementation qui va être applicable dans le cadre des aides d'État, de la commande publique, de l'autofinancement, etc., on va être probablement amené à diminuer ce taux. Je vais vous épargner aujourd'hui tous les détails techniques, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est les 80% en maximum. Quel type de dépenses vont être éligibles? Ça peut être de l'investissement, ça peut être du fonctionnement. Pour vous donner quelques exemples, oui, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les dépenses doivent être impérativement nécessaires à la réalisation du projet. On ne va pas prendre en compte des dépenses qui vont être liées au fonctionnement de la structure. Il faut que ce soit lié enfin, sans faire trop de généralité, parce qu'il faut que ce soit nécessaire à la réalisation du projet. Parce que là, dans les exemples qu'on va vous citer, on va pouvoir, des dépenses qui vont être éligibles, ça peut être des frais de personnel, ça peut être des prestations de services, comme les études, les diagnostics. C'est très large, ça peut être du matériel numérique, ça peut être des licences, des abonnements à des services numériques. Tout ça, si ces dépenses sont nécessaires à la réalisation du projet. Voilà. Et si elles sont intégrées, si elles font partie d'un projet numérique. Voilà. Les dépenses, elles doivent être engagées, donc, comme on l'a dit, après le dépôt du dossier de demande FEDER, ça c'est impératif. Et surtout, elles doivent être justifiées par des factures qui peuvent dater, elles, jusqu'à plus 6 mois après la fin de réalisation de l'opération. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Oui, il y a des possibilités de faire des acomptes. Ça, c'est important à savoir aussi, sous réserve de justificatif des dépenses et d'avancement du projet. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des avances qui sont possibles sous certaines conditions. Et tu voulais ajouter quelque chose, Federica? Non, encore revenir sur le lien des dépenses par rapport au projet, hein, pour comprendre un poste de chefferie, enfin, un poste de dépenses dépenses salariales qui est nécessaire au fonctionnement de la structure indépendamment du projet. Ça va être très difficile d'être subventionné par l'OFEDER. Donc, généralement, on prend les créations de postes ou ça va être des prestations aussi, hein. C'est pour ça, ça dépend encore une fois, la dépense, elle est mise en perspective du projet et de l'impact territorial que le projet a.
Il n'y a pas de règle, encore une fois, hein, on pourrait proratiser le temps passé de la personne déjà en poste sur le projet, mais il y a bien le lien nécessaire et indissociable des heures dédiées au projet qui va être demandé en phase d'instruction. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à poser une autre question sur les Oui. dépenses, mais voilà, le lien de la dépense avec le projet est très important à avoir en tête. Idem pour le matériel numérique. On ne va pas finalement renouveler du matériel informatique pour le fonctionnement de structure. Par contre, si le projet prévoit l'acquisition de nouveaux matériels informatiques, cela peut être éligible en subvention fédère. Alors, je vois que le temps court et je n'ai pas oublié la réponse au Definov, mais ça boucle un petit peu avec ce qu'on est en train de dire, puisqu'en fait, le lien qu'on fait avec Definov, bah, tout simplement, en fait, on raisonne projet, encore une fois, impact et usage. Donc, si une structure qui a été lauréate de Definov, donc une structure qui a été, voilà, une structure qui a été lauréate de Definov, nous propose un projet qui va dans le sens de l'EdTech, de la formation, tel qu'Arnaud a posé le cadre, on peut examiner ce projet porté par une structure lauréate de Definov. Il n'y a pas forcément de lien en soi, on va dire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Arnaud, dans le chat? Mise à disposition de personnel avec lettre de mission. Oui, c'est exactement ça. Peut-être que Corinne a déjà eu de l'expérience avec les fonds européens, mais effectivement, si une personne en poste passe du temps sur un projet cofinancé par du fonds européen, on demandera aux lettres de mission qui précisent le temps passé sur le projet cofinancé. Il n'y a pas de prise en charge maximale, mis à part ce taux, qui dépend des cofinanceurs, des dépenses éligibles. Là, je Alors, prends le temps de la lire, cette ouais, question. il y a Oui, d'autres il y en questions, avait je vais vous les lire. Il y a donc une question sur la prise en charge max par projet. Alors, je crois qu'on a déjà répondu. En fait, on va surtout se situer par rapport à un taux. En fait, il y a un taux maximum jusqu'à 80% par projet. Il y a un plancher de 25 000 euros. Voilà. Je pense que ça portait sur ça la question. Il y a une autre question de Natacha qui demande, sachant que la date limite est 2027 plus 6 mois facturation, est-ce qu'il faut en moyenne un an pour valider un dossier et qu'il faut en moyenne, pardon, un an pour valider un dossier et sachant que nous sommes en 2025, le délai restant pour la mise en place est d'environ un an. C'est un peu court pour avoir un résultat probant, non. C'est vrai, ça dépend des projets. Alors, comme Ça- par rapport à ce point, peut-être, pour répondre à Natacha, ce que Magali a présenté, c'était un an entre le dépôt du dossier et le premier paiement. Donc, un dossier qui est déposé complet auprès du service FENI, en effet, il y a un délai de validation par nos élus, mais comme ça a été dit, sous réserve de validation par nos élus, le projet peut être entamé dès qu'il est déposé. Donc ça veut dire que potentiellement, on a un dépôt là en mai 2025, on a un dossier, s'il est éligible, qui rentre dans le cadre du FEDER numérique, qui pourrait démarrer dès mai 2025, même s'il n'est présenté à nos élus avec l'ensemble des éléments administratifs qu'en septembre ou en novembre en commission permanente. Donc ça laisse du coup 2 ans. Alors bien sûr, ça implique d'avoir un projet qui soit déposé très prochainement, mais le délai d'un an était bien le délai entre le dépôt et le paiement et pas entre le dépôt et la présentation en commission permanente. C'est un point vraiment important à retenir. Donc aujourd'hui, en 2025, ça vous laisse plus de 2 ans, quasiment 2 ans et demi, pour réaliser le projet, avec les réserves que je vous partageais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas encore les règles sur la gestion de la fin de la programmation. Oui, il y a peut-être aussi la réalisation et le résultat probant. Enfin, la réalisation, c'est l'acquittement de la dernière facture. Après, les résultats, effectivement, vous avez 6 mois pour les justifier en termes de facture. Désolé, le 31/12, ce n'est pas la facture acquittée, pardon, c'est la mise en œuvre, l'ouverture du service à la population. Par contre, il reste 6 mois pour l'acquittement des factures et la remontée des résultats. Après, selon le type de projet, certains projets, effectivement, on est déjà très court, hein, des projets qui sont pluriannuels. Effectivement, il faut commencer à ne pas tarder à prendre contact avec nous si vous avez en tête, effectivement, des projets pluriannuels. Alors, merci Cédric, Federica. Une autre question, peut-on signer un devis avant l'acceptation du projet? C'est bien la date de la facture qui sera prise en compte. Est-ce que les projets doivent cibler des publics prioritaires, jeunes, QPV, etc. Pas pour le FEDER numérique. On n'a pas de public cible qui figure dans les documents réglementaires.
Par contre, sur le signé le devis, en fait, c'est date de la facture qui compte pour le remboursement, on va dire, de la subvention, pour le versement. Par contre, au niveau de l'engagement de la dépense, on est bien sur la signature d'un devis. Donc, pour le début d'éligibilité de la dépense. C'est-à-dire que si votre projet, là, j'ai peur de rentrer un peu trop dans le réglementaire, mais j'essaye quand même, ou Cédric, tu vois. Mais en tout cas, alors si on est dans un champ concurrentiel, si votre projet agit dans un champ concurrentiel, votre projet, il s'insère dans un marché concurrentiel. L'offre de service que vous proposez, c'est dans un marché concurrentiel. Dans ce cas-là, on remonte jusqu'à la signature du devis. Alors, et du Après, coup, pour oui, l'éligibilité, par contre, avant l'acceptation du projet, ça, c'est encore une fois, c'est à vous de voir si attendre le vote des élus et donc avoir effectivement une convention qui vous attribue, qui vous sécurise l'attribution d'un montant fédéral maximal ou si, entre guillemets, en sachant qu'en phase d'instruction, nous, notre travail, Magali et moi, nous sommes là pour sécuriser le projet au maximum pour que vote des élus, il n'y a plus que la décision politique, on va dire, à prendre, mais qu'en termes d'instruction réglementaire, tout ça soit sécurisé. C'est à vous un peu de voir si le signer avant. Il n'y a pas de règle. Réglementairement, c'est le dépôt. Il faut que vous nous déposiez une demande d'aide sur la plateforme avant de contresigner un devis. Sinon, si les élus se prononcent oui pour ce projet, si vous avez engagé un devis avant avoir déposé, ça ne sera pas éligible. Donc, c'est plutôt, je ne sais pas si je suis claire, si, mais c'est plutôt le résumer. dépôt et l'engagement de la dépense, avoir en tête pour que finalement la facture en fin de chaîne elle soit éligible. On va quand même remonter à l'engagement de cette facture. On va vous redemander la signature du devis qui a donné lieu à la facture quand même. D'accord. Ok. Donc pour résumer, c'est vraiment, voilà, vous avez au moment du dépôt, vous pouvez émettre des devis. Par contre, Signer, les contresignés, les voilà. engager. Oui. Par contre, vous prenez un risque parce que du coup, il faut quand même attendre l'acceptation du projet. Donc, il y a ce delta-là. C'est-à-dire, si vous émettez des devis avant l'acceptation du projet et que votre projet n'est pas accepté en commission permanente, du coup, vous avez engagé le projet, je dirais, à vide. Mais c'est tout à fait possible, hein. Vous pouvez le faire. Si vous voulez quelque chose de plus sécurisé, c'est-à-dire, vous déposez votre dossier, vous attendez en fait la commission permanente et là vous pouvez émettre des devis de manière sécurisée puisque vous savez que la commission permanente a donné un accord à votre projet en fait. Donc il y a juste ce delta là à faire attention, c'est-à-dire le dépôt du dossier vous permet de manière réglementaire d'émettre des devis, vous êtes dans les clous. Par contre, il faut attendre la commission permanente pour savoir si votre projet est accepté ou non. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus sécurisant pour vous en termes d'engagement de trésorerie, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'attendre que l'ACP soit passé, que votre projet a bien été validé. Là, vous pouvez émettre les devis et vous êtes sûr d'avoir la subvention, en fait. Alors, autre question. Question de Steve. Quel lien avec les projets financés sur Définir faites-vous? Avez-vous répondu? Je n'ai pas entendu la réponse. Oui, en fait, on l'a donné, mais peut-être très rapidement. Comme ça, je te laisse répondre, Federica. Quel lien? Alors, en fait, on va aborder tout nouveau projet comme un nouveau projet, puisque c'est des projets novateurs, structurants qu'on accompagne. Donc, que ça soit porté par une structure lauréate de Definov, finalement, on peut s'extraire. Par contre, on peut, entre guillemets, gagner des points au niveau de l'impact structurant, parce que Definov, déjà, c'est normalement des structures qui sont sur base d'un consortium. Donc, il y a déjà un partenariat qui est créé, mais on ne va pas avoir d'a priori par rapport à des projets portés par des structures Definov. Après, on ne va pas financer 2 fois le même projet aussi. Là, si c'est des structures Definov qui portent des projets, on va les aborder comme tout nouveau projet. Là, je ne sais pas exactement ce que Steve voulait dire, mais en tout cas, on va pas. Si c'est le même projet qui était la rate de Definov, là, on ne va pas mobiliser du FEDER pour un même projet qui serait en cours. Si c'était plutôt ça qu'elle voulait dire. Mais ça, en règle générale, on ne va pas financer un projet déjà engagé. On est bien sur des nouveaux projets ou des projets déjà existants qui incluent un nouveau service dans le cadre d'un projet existant. Mais là, je vous invite vraiment à nous contacter pour examiner chaque cas un petit peu en détail.
Alors du coup, on va continuer les échanges avec Magali et Federica. Je tenais, vu que c'est la fin, j'en profite pour remercier le travail du FENI, le travail de Magali et de Federica, qui a un exercice pas facile, hein, je pense que vous l'avez vu, de vulgariser le FEDER, le dispositif du FEDER. Ça a été très clair, les explications qu'elles ont données. C'est des fonds européens, donc c'est toujours très technique. Comme l'ont précisé Magali et Federica, nous, on vous invite vivement, si vous avez des projets et que vous avez reconnu des potentialités dans ce qu'on vous a présenté, de contacter Magali ou Federica pour échanger sur ces projets-là et de Alors, pouvoir être prise en main. Arnaud, je me permets juste Oui, une petite information complémentaire, c'est que Federica et moi ne constituons pas à nous seuls le FENI. Effectivement, on est une équipe, on est 6 en tout avec notre responsable Cédric. Donc, ce que j'entends par là, c'est que un porteur de projet qui va effectivement prendre contact avec le FENI peut très bien se retrouver avec notre collègue Baptiste Marie, avec Christelle Letellier. Tout dépendra oui, de oui. comment les dossiers sont répartis, etc. Voilà. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était déjà on est très heureux, en tout cas, là, de pouvoir déjà se présenter à vous tous. Et d'ailleurs, on vous remercie d'avoir été si nombreux à participer à ce webinaire. Vraiment, l'objectif du webinaire, c'était vraiment aussi de vous dire que voilà, nous, on est vraiment là pour vous accompagner. On n'intervient pas seulement à partir du moment où vous déposez le dossier. Il y a toute la phase préliminaire, on va dire, en amont, qui est très, très, très importante, en fait. Et vraiment, parce qu'on a bien conscience, comme le disait Arnaud, que c'est très, très, très technique. Et forcément, quand on dépose un dossier pour demander des fonds européens, ben, effectivement, il y a énormément de choses qui sont demandées, ça suscite beaucoup de questions, voilà. Donc nous, on est là pour y répondre et, euh, et on y répondra évidemment avec joie. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Il y a un temps d'échange, on a un petit peu dépassé, mais il y a un temps d'échange. Donc là, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, comme l'ont dit effectivement Federica et Magali, vous serez accompagnés, hein. C'est-à-dire, voilà, vous êtes accompagnés vraiment dans le montage de votre dossier. Même si ça paraît technique, il y a de l'humain. Et donc, c'était aussi l'objectif de ce webinaire, c'était de vous présenter cette phase-là. Vous serez accompagné tout du long, en fait, du cycle de vie de votre dossier, de votre projet innovant. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, je te laisse la parole, Cédric. Un très rapide complément par rapport à ce que vous avez dit, mais c'est en effet bien garder en tête il y a 2 temps vraiment dans la vie de votre projet et la façon dont il va être traité. Une première phase, vraiment, on va travailler avec vous sur le fond du projet, sur son éligibilité par rapport aux objectifs du FEDER numérique. Et un deuxième temps, peut-être plus administratif, ou qui peut être fait en parallèle, hein, assez souvent, de préparer avec vous le dossier et vous accompagner pour le montage du dossier, pour s'assurer qu'une fois que le projet est monté, on ne soit pas à se demander, bon, maintenant, quelle pièce administrative est-ce qu'il faut, et qu'on puisse vous accompagner et anticiper avec vous le montage administratif jusqu'au solde du dossier dans quelques années. C'est bien ça l'objectif pour nous. Donc, on a bien ces 2 étapes en tête, mais on vous accompagne sur tout le process. Alors, est-ce que j'ai l'impression que le chat, on reçoit tous vos messages de remerciements. C'est nous qui vous remercions encore une fois, vraiment. C'est important vraiment de se parler. Voilà. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas vraiment. Et eh bien, si on arrive au bout des questions, je propose peut-être de libérer tout le monde, parce on a un peu débordé.
Oui, oui, effectivement. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous avez les adresses mail et puis on peut se quitter là-dessus. Juste pour préciser, il y aura un replay qui va être disponible sur la chaîne YouTube de Communautique, sur la plateforme Communautique. Donc, n'hésitez pas à le partager. Et on partagera également le diaporama, on le mettra à disposition. Et puis, si vous avez des projets innovants, n'hésitez pas à contacter Magali. Voilà, pour déposer pour prendre contact et échanger sur le montage du dossier. Voilà, voilà. Le prochain webinaire, je précise juste, le prochain webinaire, il portera sur la cybersécurité et on sera avec, pareil, des experts de la cybersécurité au niveau de la région Normandie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, la semaine prochaine, je pense qu'il y a encore des places pour la digitalisation parfaite, un atelier qui se tiendra, à Rouen. Je vous invite à regarder le programme communautique et puis on peut... Alors, allez voir. Alors, une dernière question. Qu'entendez-vous par le taux de transformation? Bon, je pense que... je ne sais pas si... poser la question. Ouais. Parce que Je voyais une c'est dernière un taux de question. Non, mais- Oui, c'est de savoir à peu près sur Ah. autant de dossiers déposés, combien sont retenus, Alors, quoi. quel pourcentage de taux de déposés? Ah oui, d'accord. C'est plus dans ce sens-là. Est validé par un vote, vous voulez dire, qui a été Ouais. voté tout l'intérêt du travail préalable, hein, j'ai envie de dire, de prendre, nous, notre but, c'est tout ce qu'on sécurise en phase d'instruction, hein, qui passe finalement pour validation finale. Le taux, alors à ma connaissance, le taux est quasi nul, hein. Tout ce qu'on propose au vote, c'est presque validé, voté par les élus. Par contre, encore une fois, tout est l'intérêt du travail préalable, de bien sécuriser côté éligibilité par rapport aux volontés politiques, aux lignes, aux orientations, aux objectifs attendus et aux dépenses. Plus on Par contre, travaille, plus on Ouais. travaille tôt, main dans la main, plus les choses vont vite et plus il est facile Ouais. Parce qu'en d'argumenter. revanche, on peut aboutir à une instruction, à un rejet, proposer un rejet, parce qu'on n'a pas assez travaillé en amont. Donc, on peut proposer au vote un dossier à un rejet, parce que soit pas mûr, pas construit comme il fallait, hein. Des fois, vous savez bien, il faut rentrer dans des cases, parfois pour les subventions, hein. Donc, c'est vraiment important le travail préalable au dépôt, pour qu'une fois qu'on dépose, on propose bien un vote favorable au projet. Après, effectivement, la décision ne nous revient pas, mais tout ce travail qu'on fait en amont est vraiment important. Et effectivement, des régés, il y en a pour le coup, hein, des régés proposés aux élus parce qu'on n'a pas assez construit ensemble avec les objectifs du FEDER et les objectifs du projet du territoire avant de le dépôt. Ouais, c'est important ce point-là. C'est vrai que le taux de validation en commission permanente est relativement important, mais c'est parce que tout ce travail préalable, ce qui a été dit, est fait en amont, et qu'on sait aussi toute la complexité, le travail que ça demande en termes d'ingénierie de projet, d'ingénierie financière, de déposer un dossier, d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dépôt. Donc on préfère, sur le travail préalable, vous dire, écoutez, ce projet, vous pouvez le déposer, mais à mon avis, il ne sera pas validé ou validable au vu des règles du FEDER, et qu'on évite tout ce travail administratif pour vous comme pour nous sur un dossier qui ne répondrait pas en fait au cadre du FEDER numérique. Donc voilà, donc c'est un peu, il y a bien plusieurs niveaux de validation, mais c'est bien derrière la validation politique par nos élus en commission permanente qui vient sanctuariser, valider la décision de la région. Mais tout le travail préalable est très important. Merci pour cette précision, Cédric. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir se quitter là. Je remercie encore le FENI, Magali, Federica, Cédric pour le témoignage que vous avez apporté, l'expertise. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Et puis, celles et ceux qui se sont inscrits à l'atelier de la semaine prochaine, je vous dis à la semaine prochaine à Rouen pour parler de la digitalisation des formations. Voilà. À très bientôt. Merci à Arnaud, à toi de nous avoir permis cet échange en tout cas, et très bonne journée à tous. Au revoir.